À la une de la première info à 15h30, la mobilisation contre la réforme des retraites qui ne faiblit pas. Les grèves se poursuivent dans les secteurs de l'énergie et des déchets. À Paris, les trottoirs croulent sous plus de 5000 tonnes de déchets depuis une semaine. L'opposition municipale appelle à un service minimum. De son côté, le gouvernement a plus que jamais la pression parce qu'il doit s'assurer qu'il aura les voix de droite suffisantes pour faire passer sa réforme. Sinon, il devra recourir au 49.3, c'est-à-dire à un passage en force forcément d'un ravageur politiquement. 28 départements en vigilance orange, orage du sud-ouest au nord-est. Attention à ces fortes perturbations cet après-midi qui s'abattront sur un sol en revanche bien trop sec, même en pleine saison hivernale. Le point dans ce journal. Mais tout d'abord, la contestation contre la réforme des retraites. Est-ce qu'elle va durcir si le texte est voté jeudi au Parlement? Les grèves, en tout cas, se poursuivent dans plusieurs secteurs. Exemple dans le nucléaire, en Gironde, et dans une raffinerie des Bouches-du-Rhône. Vincent Hénin, Alexis Pluyette et Isabelle Golens. Ces salariés de la centrale du Blayais en Gironde sont en grève depuis jeudi dernier. Ce matin, un nouveau barrage filtrant a été mis en place par les grévistes, rejoints par des agents Enedis. Aujourd'hui, c'est pour faire du monde et pour venir soutenir aussi nos collègues. On n'a même pas eu cette partie respectueuse de recevoir au moins les syndicats pour les écouter. Donc on va hausser le temps toute la semaine jusqu'à la fin de la semaine. L'intersyndicale CGT Force ouvrière a déjà voté la reconduction du mouvement pour 24 heures. Les grévistes assurent vouloir tenir jusqu'au retrait du texte. L'Assemblée générale a voté la reconduction pour demain et chaque jour nous ferons voter les salariés grévistes pour savoir si le piquet de grève est reconduit. On a déjà vu par le passé, comme le CPE, le CNE, des projets votés mais les décrets d'application jamais mis en place. Donc on continuera la lutte jusqu'à ce que nous puissions gagner. Dans cette centrale, la production d'électricité n'est pas à l'arrêt pour raison de sûreté, mais les réacteurs ne fonctionnent plus à pleine puissance. Dans les Bouches-du-Rhône aussi, le secteur de l'énergie poursuit sa mobilisation. Ici, les employés de la raffinerie de Fos-sur-Mer ont voté la reconduction de la grève. Plus d'expédition de carburant, les camions citernes patientent. Les syndicats du département appellent tous les salariés à rejoindre et durcir le mouvement. Nous allons faire un certain nombre d'annonces qui devraient plutôt conforter ceux qui sont déjà en grève reconductible et encourager tout le reste des travailleurs et des travailleuses à y entrer sous toutes les formes. C'est le moment de faire son plein d'essence. Si le gouvernement passe par le 49.3, il n'y aura plus de règles. Si le gouvernement bafoue à ce point la démocratie, il faudra qu'il s'attende à des réactions. Plusieurs raffineries du département sont partiellement à l'arrêt. Mais l'approvisionnement des stations n'est pas remis en cause pour l'instant, assurent les entreprises du secteur pétrolier. Et parmi ces raffineries à l'arrêt, c'est celle de Fos-sur-Mer où l'on vous retrouve, Alexis, grève reconduite. Oui, la grève est reconduite jusqu'à demain avec un taux de grévistes de 80% ici. C'est ce que nous dit la CGT, la direction d'ExxonMobil qui confirme qu'il n'y a eu aucune expédition de carburant par camion-citerne, par wagon ou par pipeline. Du côté de Total-Lamed, il n'y avait pas d'expédition ce matin et les salariés sont en train de décider s'ils poursuivent la grève pour la fin de la journée. Petro-Ineos, la troisième raffinerie du bassin de Fos, elle aussi est en grève, au moins jusqu'à jeudi, nous disent les syndicats, mais nous n'avons constaté aucune pénurie de carburant dans les stations-service, pas de file d'attente. En fait, le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer n'est pas bloqué et donc les camions-citernes peuvent remplir leurs cuves et approvisionner les stations-service depuis ce dépôt. Ce que nous disent les syndicats, c'est que si la grève dure au-delà d'une semaine, ça aura une répercussion dans les stations-service. Donc ils veulent maintenir le mouvement. Ça fera une semaine tout juste ce soir à 21h que cette raffinerie de Fos-sur-Mer est en grève. Grève également dans le secteur des déchets, on le disait, dans une dizaine de villes. Et à Paris, les ordures ne sont plus ramassées depuis une semaine. Résultat, des montagnes de déchets qui cristallisent d'ailleurs les oppositions politiques à la mairie de Paris. Chloé Barbeau, Adrien Portron et Sébastien Rioux. C'est un mur de poubelles qui s'est formé. Cette rue piétonne du 2e arrondissement de Paris est quasiment condamnée par cet amas de déchets. 1,70 m d'ordures. La conséquence d'une semaine de grève des éboueurs contre la réforme des retraites. Sur cette carte, les arrondissements les plus touchés, ceux gérés par la mairie de Paris. Pour les autres, la collecte est réalisée par des prestataires privés. Jour après jour, la situation se tend un peu plus. Le sujet devient politique. Des élus de l'opposition fulminent et attaquent verbalement Anne Hidalgo, à l'image de Rachida Dati. La mise en place d'un service minimum pour le ramassage des ordures est une nécessité que je ne cesse de réclamer pour éviter tout risque sanitaire et sécuritaire. Certains membres du gouvernement y vont aussi de leurs petites phrases.
Puanteur et pourrissement. Aucune mesure d'urgence, même partielle, décidée par la ville de Paris. Réponse cinglante d'Anne Hidalgo. Moi, je vous dis mon soutien total, entier, à ce mouvement social. Et lorsque cela concerne en plus des catégories de personnel de la fonction publique et du secteur privé, je dis au gouvernement, déjà parler avec eux, déjà essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire, et puis on parlera de la suite. La ville de Paris indique également que ce ne sont pas les agents qui font grève, mais bien le syndicat CGT Énergie, qui bloque les incinérateurs proches de Paris. Politiquement, à présent, le suspense de la semaine tourne autour de la manière dont va passer cette réforme des retraites, avec ou sans vote. Sans vote, cela voudrait dire que le gouvernement, faute de voix suffisantes, a recours au 49.3. Sur cette perspective, écoutez un membre du gouvernement, Gabriel Attal, et Marine Le Pen, qui viennent de réagir elle aussi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est on ne veut pas utiliser le 49.3. On n'a pas envie, on se réveille pas le matin en se disant tiens, on aimerait bien faire le 49.3. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi il faudrait utiliser le 49.3. Précisément parce Vous êtes confiant. Mais précisément parce que les LR du Sénat ont voté le texte. Si chacun est cohérent avec ses engagements, avec les déclarations qu'il a faites devant les Français, il y a une majorité pour voter ce texte. La vraie question, c'est est-ce qu'il y aura un 49.3 ? Bon, ça, je peux pas vous répondre. Moi, ça me paraît très délirant. Je vous le dis franchement. Je trouve que l'utilisation du 47.1 puis l'utilisation du 49.3 serait une démonstration tellement flagrante de l'échec de ce gouvernement que je ne suis pas sûr qu'ils aillent jusque-là. Mais je ne suis pas sûr non plus qu'ils aient la possibilité d'échapper à ce 49.3. Ce qui prouve que quand un dossier est mal ficelé dès le départ, il le reste en général jusqu'à la fin. Bon, ce qui est sûr, c'est que, comme je l'ai dit avant même l'arrivée de la loi à l'analyse des députés, si le gouvernement utilise le 49.3, nous déposerons une motion de censure et nous voterons d'ailleurs l'intégralité des motions de censure qui pourraient être déposées. Voilà pour la menace brandie par Marine Le Pen, Benjamin Duhamel du service politique de BFM TV. On l'a compris, le gouvernement martèle qu'il ne veut pas recourir à ce 49.3. Pourtant, on a l'impression qu'il sera peut-être obligé de le faire. Ça fait partie des possibilités. D'ailleurs, c'est reconnu par les ministres qui se succèdent dans les médias pour marteler qu'en l'état, ils espèrent ne pas avoir besoin d'y recourir et qu'ils considèrent avoir une majorité pour voter cette réforme des retraites. D'un mot sur ce que dit Marine Le Pen, pas beaucoup de surprises. De fait, elle s'engouffre dans la possibilité que ce 49.3 soit dégainé et elle rappelle qu'elle déposera une motion de censure. Pour rappel, pour déposer une motion de censure à l'Assemblée nationale, il faut avoir 58 députés. Elle en a 88, donc c'est assez large. Elle dit aussi qu'elle votera toutes les motions de censure. C'est une menace et en même temps, il n'y a pas de suspense en l'état. Pour qu'une motion de censure soit adoptée, il faudrait qu'il y ait 287 députés qui la votent et le compte n'y est pas. Il faudrait qu'à peu près la moitié du groupe Les Républicains vote en faveur d'une motion de censure. Compte tenu du fait qu'Emmanuel Macron a menacé que si une motion de censure était adoptée, il y aurait dissolution immédiatement, il est extrêmement improbable que près de la moitié des Républicains décident d'adopter cette motion de censure. Pour le reste, sur le 49.3, effectivement, le gouvernement met tout son poids dans la balance en essayant de faire des comptages précis pour voir s'il a une majorité. Mettre aussi la pression sur les Républicains, c'est ce que l'on entend dans la bouche de Gabriel Attal, encore Bruno Le Maire ce matin, qui disait mais ce serait lunaire que le Sénat, les Républicains votent une réforme et qu'ensuite les députés LR n'y soient pas favorables. Une façon d'essayer d'appeler à la cohérence. Cela peut se jouer à quelques voix près. Un ministre me disait, si on est en dessous de 5 voix, est-ce qu'on prend le risque d'aller au vote? Sans doute pas. Si c'est un peu plus de 5, si on a une marge de 6 ou 7, dans ce cas-là, ça se joue. Ce qu'il faut bien voir, au-delà de l'accusation de passage en force, que évidemment on entendra du côté des oppositions si d'aventure ce 49.3 est dégainé, ce sera un échec de la méthode Borne. Ce serait un échec de la méthode Borne si ce 49.3 était utilisé. La Première ministre qui ne cesse de répéter qu'elle a à cœur de convaincre et qu'elle espère qu'il y ait un vote. Et ce serait surtout un incroyable paradoxe, avoir lâché tant de concessions, notamment aux Républicains, sur la question des carrières longues, sur la question du minimum retraite, pour au final admettre que ces concessions n'ont servi à rien parce que précisément il faut passer par le 49.3, ce serait le signe d'un échec de la méthode politique, d'où le besoin impératif pour le gouvernement de ne pas passer par cet outil constitutionnel qui existe, qui a été utilisé 28 fois par Michel Rocard, et d'arriver au vote jeudi. Il y aura donc peut-être un vote définitif de la réforme des retraites jeudi. Ça va dépendre de la journée de mercredi. Oui, cela va notamment dépendre de la journée de mercredi avec ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, c'est-à-dire 7 députés, 7 sénateurs qui vont se retrouver à huis clos à l'Assemblée nationale pour essayer de
se mettre d'accord entre eux pour une version qui sera soumise au vote au lendemain. Il y a deux possibilités. Soit la CMP est dite non conclusive, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il faut revenir à l'Assemblée nationale, au Sénat en deuxième lecture, ou bien, et c'est l'hypothèse la plus probable, c'est sans doute ce qui va arriver, la CMP sera dite conclusive pour une raison assez simple, c'est que sur les 14 députés et sénateurs qui font partie de cette commission mixte paritaire, une immense majorité sont favorables à la réforme. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des débats. Par exemple, il y a eu un point de divergence sur ce qu'on appelle le CDI senior, c'est-à-dire cette phase qui a été votée au Sénat par les sénateurs LR pour essayer de lutter contre le chômage des seniors. L'idée de dire qu'on supprime les cotisations famille pour les employés de plus de 60 ans. Le gouvernement n'en veut pas. Il dit ça coûte trop cher, c'est un effet d'aubaine pour les entreprises. De la même manière, ce que l'on comprend, c'est que les Républicains au sein de cette commission mixte paritaire pourraient revenir à l'assaut sur ce qu'on appelle les carrières longues. Vous vous souvenez, c'était le combat, notamment d'Aurélien Pradier, de dire il faut que personne n'ait à cotiser davantage que 43 annuités. Ce que l'on comprend, c'est que certains républicains pourraient essayer une nouvelle fois de mettre ce sujet à l'agenda au moment de la commission mixte paritaire. Mais pour ceux qui nous regardent, le plus probable, c'est même quasi certain, c'est que le texte soit adopté en commission mixte paritaire et qu'il soit donc ensuite soumis au vote du Sénat le matin et à l'Assemblée nationale l'après-midi. Ce sera le vrai moment de vérité, sans doute davantage que jeudi que mercredi, où il y a en réalité assez peu de suspense. À suivre donc dans 2 jours. Merci Benjamin. 15h40 dans l'actualité également. Attention à cette alerte aux orages, alerte orange levée aujourd'hui par Météo France et qui concerne 28 départements. Bonjour Christelle Robert, vous êtes prévisionniste Météo France. Alors on le voit sur cette carte, les zones qui sont concernées se situent du sud-ouest au nord-est de l'Hexagone. À quoi est dû ce phénomène ? Alors on a une situation orageuse qu'on peut observer typiquement du printemps au début de l'automne avec beaucoup d'air chaud et humide présent dans les basses couches de l'atmosphère. Aujourd'hui, on a déjà mesuré 27 degrés au pied des Pyrénées, 25 degrés à Clermont-Ferrand, 23 degrés en plaine d'Alsace. Et cet air chaud et humide, donc qui est le carburant des orages, va venir et va être déstabilisé par de l'air froid en altitude qui plonge sur l'Atlantique, d'où les ingrédients propices au développement orageux du sud-ouest jusqu'au nord-est, avec donc de violents phénomènes à attendre, des chutes de grêle par endroits et des fortes rafales de vent. Des crues aussi ou pas ? Alors, concernant les intensités pluvieuses, on peut avoir sous ces orages 20 à 30 mm de précipitations en peu de temps, mais c'est pas le paramètre qui est le plus à craindre puisqu'il y a beaucoup de dynamique, donc des cellules qui vont vite circuler, donc des fortes intensités sous ces orages, mais pas d'accumulation normalement. Jusqu'à quand sont prévues ces précipitations, cette alerte aux orages ? Alors la vigilance court jusqu'à minuit pour les départements les plus à l'est, à savoir la Savoie et la Haute-Savoie. Donc tout au long de l'après-midi, de la soirée, il faut se méfier, et début de nuit, il faut se méfier sur ces départements qui ont été placés en vigilance orange, avec donc ces phénomènes qui plus violents comme la grêle et les fortes rafales de vent qui peuvent atteindre localement 5 km/h, qui peut être observé donc jusqu'en début de nuit. Merci beaucoup Christelle Robert d'avoir été en direct avec nous. François Pitrel, cette alerte aux orages s'inscrit dans le cadre d'une sécheresse inédite. 80% des départements français sont concernés, c'est ça ? Oui, on a eu un mois de février exceptionnellement sec, le plus sec en 70 ans. Et dans certains départements, je pense aux Pyrénées-Orientales, une pluviométrie qui est équivalente à celle qu'on peut observer au Moyen-Orient, par exemple. D'après, c'est les comparaisons que peuvent faire certains observateurs. Alors évidemment, cela peut s'améliorer dans les mois à venir ou l'année prochaine, on aura peut-être des années peut-être plus favorables. Mais il faut s'attendre à ce que ce genre de sécheresse se multiplie sur tout le territoire dans les décennies qui arrivent. Les prévisions de Météo France considèrent que, quel que soit le scénario, du plus pessimiste au plus optimiste, il y aura de plus en plus de jours de sécheresse en France d'ici la fin du siècle. Et le gouvernement s'y prépare et d'ailleurs prépare également un plan eau. En quoi ça consiste ? Alors ce plan eau est attendu dans les jours à venir, d'après le ministre Christophe Béchu, le ministre de l'Environnement. Ce plan eau comportera une 50aine de mesures, on ne les connaît pas encore, mais il y a quelques grandes orientations qui devraient normalement faire partie de ce plan, notamment inciter les Français à faire des économies d'eau. Rendez-vous compte, on consomme chacun d'entre nous 150 litres d'eau par jour et par Français. Donc, sur le modèle de ce qu'on a fait pendant l'hiver sur l'énergie, eh bien, on va inciter les Français à faire attention à leur consommation d'eau. On va mettre de l'argent sur la rénovation des réseaux. On perd 1/5, 20% de l'eau potable en France par des fuites
dans notre réseau d'eau, donc il va falloir le rénover. On va sûrement aussi plancher sur une fiscalité peut-être plus incitative, c'est-à-dire que plus vous consommez d'eau, plus vous paierez cher cette eau-là. Donc si vous avez une piscine par exemple, vous paierez plus cher votre eau au bout d'un moment. Et puis il y a la réutilisation des eaux usées. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup chez certains de nos voisins, en Espagne, en Italie. Très peu en France. Or, ça permettrait de donner une ressource aux agriculteurs parce que l'agriculture, c'est la moitié de l'eau qu'on consomme en France. Cette eau, elle n'est pas réutilisée. L'eau grise qu'on appelle celle de nos salles de bain, elle n'est pas réutilisée en France, pas assez. Les stations d'épuration ne sont pas adaptées. Donc, ça fait partie des pistes qui permettraient de moins puiser dans les nappes phréatiques dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci François. De violents combats ont lieu en ce moment à Bakhmout. Ils viseraient à s'emparer du centre de la ville. Nous en parlions tout à l'heure avec notre envoyé spécial en Ukraine, Boris Karlamov. Kiev et Moscou qui affirment aujourd'hui que de violents combats se déroulent dans le centre de Bakhmout. Bakhmout, vous le savez, c'est cette ville de l'est du pays qui maintenant, depuis 7 mois, est au cœur d'une très violente bataille. L'armée ukrainienne, elle continue de défendre cette ville avec l'objectif de gagner du temps avant de lancer une contre-offensive. Et vous l'avez dit, la milice paramilitaire Wagner a affirmé que ses troupes ne se trouvaient qu'à 1,2 km du centre-ville. Aujourd'hui, les Russes, ils continuent de progresser. Il se trouve à la lisière des premiers immeubles au nord de Bakhmout et les pertes, elles sont considérables. Elles se comptent par milliers, tant du côté russe que du côté ukrainien. La ville, elle est détruite à 60% selon les autorités locales. Une ville qui est aujourd'hui davantage symbolique que stratégique. Pour les Russes, Bakhmout est une occasion de déclarer la victoire en quelque sorte et surtout de compenser les nombreux revers de l'an passé. Et pour les Ukrainiens, cette ville, elle est devenue maintenant depuis 6 mois un symbole de la résistance héroïque. Les combats pour cette ville de l'Est de l'Ukraine mobilisent les meilleurs éléments des forces armées russes. Les combats, ils sont beaucoup plus acharnés que ces derniers jours. Et à titre de comparaison, Soledar, qui se trouve à proximité de Bakhmout, est déjà tombé aux mains des Russes. C'était au mois de janvier dernier. Et l'autre équipe de BFM TV en Ukraine a quant à elle pu suivre une opération de la 18e brigade aérienne autonome de l'armée de terre ukrainienne qui est chargée de mener des frappes furtives et précises. Reportage de Benoît Ballet et Alizé Boissin. Nous avons rendez-vous à l'aube sur une base secrète. Ces hélicoptères doivent partir tôt s'ils veulent atteindre leur cible avant que leurs prédateurs, les avions de combat russes, ne se réveillent à leur tour. Ces hélicoptères sont en train de décoller, vous le voyez, il va leur falloir 14 minutes pour atteindre la position depuis laquelle ils pourront tirer. Nous ne sommes pas autorisés à monter à bord. Alors nous plaçons une caméra sur un des appareils. Voici un vol tactique. L'altitude est basse et le moteur à pleine puissance. À 6 km de sa cible, l'hélicoptère cabre prend soudainement de la hauteur et fait feu avant de décrocher. Une seule salve de missiles est tirée, car l'appareil peut maintenant être facilement repéré. Alors pour se protéger, l'équipage déclenche des leurres, une vingtaine de petits missiles incandescents chargés d'attirer vers eux une éventuelle roquette ennemie, de détourner son attention de cet hélicoptère de combat ukrainien. De retour à la base, les mécaniciens vident les canons et les rechargent en munitions en vue d'une nouvelle opération. La mission terminée, ces militaires acceptent d'en dévoiler l'objectif, une position russe près de la ville de Bakhmout. Notre mission était de frapper une zone où se trouvaient des véhicules blindés légers et des hommes. On a volé jusque-là, puis on a tiré et on est rentré. On vient de recevoir la confirmation que la cible a été atteinte. Autre motif de satisfaction, les 3 équipages sont revenus sains et saufs. Car en vol, la moindre erreur peut être fatale. Ces hommes risquent leur vie à chaque opération. La peur est présente à chaque instant, mais il faut la combattre. Le plus important, c'est d'accomplir sa mission. On n'a pas le droit de s'inquiéter avant d'être rentré. Ces soldats reçoivent finalement un SMS de leur commandant. Bon boulot les gars. Les hélicoptères resteront donc au sol le reste de la journée. Une journée de gagné. La météo. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo avec People & Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant. Votre programme avec Rosbay,
soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com. Restez très prudents, on a des orages violents qui sont en train de se former. 28 départements sont placés en vigilance orange par Météo France, à part des Pyrénées jusqu'au nord-est, en passant par les Alpes du Nord, en passant par le Lyonnais. Ces orages seront caractérisés par une forte activité électrique, du vent 70, 80 voire 90 km/h, de la grêle, beaucoup de pluie, et on risque même dans ce type d'épisode de rencontrer également des tornades qui pourraient se former. Pour l'instant, il y a assez peu de précipitations, ça va s'activer progressivement. Demain matin, on aura encore les traces de ces orages sur l'est, sur le sud-ouest du pays. Autour de la Méditerranée, beaucoup de nuages, quelques rares averses, mais surtout le retour du vent à plus de 100 km/h. Et sur le quart nord-ouest, vous profiterez de belles éclaircies et de rares averses, avec là aussi du vent jusqu'à 80 km/h. L'après-midi, averses quasi généralisées, des averses qui seront faibles. On aura parfois quelques flocons de neige à partir de 1000 mètres seulement sur les massifs. Les éclaircies seront plus franches pour la Normandie, pour la Bretagne, du côté de la Méditerranée, mais toujours au prix d'un vent violent, jusqu'à 110 km/h pour le sud de la Corse. Au lever du jour, on retrouve une température de 5 degrés pour Lille, 9 degrés pour La Rochelle, 11 pour Montpellier, jusqu'à 13 degrés pour Nice. Et lors de l'après-midi, on perd plus de 10 degrés par endroit en seulement 24 heures. 10 degrés attendus pour Strasbourg au lieu de 22 aujourd'hui, 12 pour Bourges, 14 degrés pour Biarritz au lieu des 25 aujourd'hui. Et ce sera jusqu'à 20 degrés pour la Corse. Mercredi, on retrouvera un franc soleil sur la plupart des régions, toujours avec un petit peu de Mistral et de tramontane autour de la Méditerranée. Une nouvelle perturbation commencera à arriver par la Bretagne dans des températures légèrement sous les normales de saison. Cette dégradation restera bloquée encore pour la journée de jeudi, toujours entre la Bretagne et le Cotentin, alors que ce sera très ensoleillé ailleurs. Il y aura seulement quelques entrées maritimes autour du golfe du Lion. Et à partir de vendredi, les précipitations vont gagner du terrain et on retrouvera de fréquentes averses pour le week-end, avec samedi 15 au nord et 17 au sud. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo avec People & Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant. Votre programme avec Rosebay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com. Restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur le gouvernement qui est sous pression à 3 jours du vote, peut-être, de sa réforme des retraites. Pour cela, et pour ne pas avoir à recourir au 49.3, le gouvernement est en train de chasser les voix du côté de la droite et notamment des Républicains. On vous explique tout ça dans notre journal dans quelques instants. À tout de suite. Le saviez-vous? Kev Adams a 31 ans et déjà 12 ans de carrière avec 4 spectacles sur scène et plus de 1,5 million de tickets vendus. J'ai du mal avec mon image, les amis. Quand je tombe par hasard sur moi à la télé, je zappe direct, ça me dégoûte. Et en fait, c'est un truc d'artiste. Moi, je pensais que c'était que moi. J'en ai parlé avec Gad Elmaleh, par exemple. Il m'a dit, moi, c'est pareil. Je dis, ah ouais, il m'a dit, ah ouais. Je tombe sur toi à la télé, je zappe direct. Il m'a dit, ça me dégoûte. Aujourd'hui, l'humoriste à la carrière impressionnante est de retour sur scène avec son nouveau spectacle Miroir. BFM TV, partenaire du nouveau spectacle de Kev Adams, en tournée à partir du 24 février 2023 dans toute la France et au Dôme de Paris. Dans un monde à contresens, et si vous pouviez aller de l'avant? Armani Code eau de toilette, maintenant rechargeable. Giorgio Armani. Rapprochez-vous. Plus près, la Toyota Yaris Cross GR Sport est au centre de toutes les attentions. Grâce à l'hybride Toyota, faites des économies d'énergie en parcourant 55% du temps de trajet en électrique. La Toyota Yaris Cross Hybride est disponible rapidement. Passez à l'hybride Toyota. Face à l'imprévu, on peut être tenté de baisser les bras. Mais on peut aussi agir en faisant appel à ceux dont le métier est d'assurer l'avenir. Abeille Assurance, donnez des ailes à votre avenir. Pour écraser Free, on va lancer l'offre Rive Box Pop. Tout pareil, mais à 29,98 € au lieu de 99 €. Sauf que pour y arriver, Marc, faut que tu partes. Un jour, peut-être, Rive fera mieux que Free. En attendant, retrouvez la Freebox Pop avec Canal+ série inclus pendant 1 an. Merci Free. Qu'est-ce que tu crois, chérie? Qu'un génie va apparaître pour nous aider à vendre la maison? Arthurimo.com.
Il a dit arthurimo.com là. Et pourquoi arthurimo.com? Agent et expert immobilier, double compétence. Évaluez le prix de votre bien sur arthurimo.com. On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Maman! Tu vas faire un bon petit truc. Chez CNP Assurance, nous savons que vos vies ne rentrent plus dans des cases, mais nous sommes toujours là pour les protéger. CNP Assurance, assurons un monde plus ouvert. Ma copine Maya, elle est formidable. Elle a pris le livret engagé sociétaire du Crédit Agricole pour que son épargne puisse par exemple aider à financer des panneaux solaires dans notre ville. Vous êtes engagé, votre épargne aussi. Changer de lunettes avec les Magic Clips, c'est magique. À partir de 29 €, exclusivement chez Alain Flelou. Dispositif médical. Nos tondeuses sont puissantes. Nos tondeuses sont agiles. Nos tondeuses sont innovantes. Izeki, les tondeuses pro pour tous. Trouvez un revendeur près de chez vous sur izeki.fr. Hey Maëlle, tu manges quoi aujourd'hui? C'est peut-être pas la meilleure vidéo, mais pour Hélène, c'est sans doute sa plus belle semaine de vacances. Cuisine gourmande, pieds sous la table. Bellambra Club, au plus vrai des vacances. Réservez vite sur bellambra.fr. Si Gérard et Françoise ont fait 1 heure de route pour aller manger une gaufre, ce n'est pas parce qu'ils ont une assurance auto qui intervient rapidement partout en France. Non, c'est parce que c'est ici qu'ils se sont rencontrés. Avec l'assurance Auto Alliance, bénéficiez aussi d'une assistance 24 heures sur 24 et de 3900 garages partenaires pour la réparation de votre véhicule sans avance de frais. Et en ce moment, jusqu'à 2 mois de cotisation offerte sur l'assurance auto. T'es sûr? Ouais, certain. On va casser le mur. Ça va être bien. Ah, ça a grandi vachement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, c'est génial. Pouvoir compter sur 4 millions de professionnels, ça donne vraiment confiance. En fait, j'aurais pu prendre la taille au-dessus. Page jaune, le pro qu'il vous faut. Qui a dit que l'électrification n'était pas taillée pour l'aventure? Qui a dit qu'il fallait recharger ses batteries pour aller toujours plus loin? Nouveau Nissan X-Trail e-Power. La motorisation unique pour profiter du plaisir de l'électrique sans recharge. Venez essayer le nouveau Nissan X-Trail e-Power et profitez de 3 mois de loyer offert. Il était tellement mignon, il s'est fini. J'ai perdu. On parle d'un téléphone. Oui, je peux pas vivre sans lui. Soyez un peu excessive ou carrément surexcitée. Ça y est, j'ai mon téléphone. Soyez optimiste. Allez, tu vas t'allumer. Soyez réaliste. Parce qu'on peut tous avoir besoin d'un nouveau smartphone. Toutes les solutions sont chez SFR. SFR, soyez vous. À la une, à 16h, la menace 49.3 pour les opposants à la réforme des retraites comme pour le gouvernement qui pourrait être contraint de dégainer cette arme constitutionnelle s'il n'est pas sûr d'obtenir les voix suffisantes à droite, principalement, semaine absolument décisive. Et pendant ce temps-là, énergie, déchets, la contestation se poursuit contre cette réforme. La grève est reconduite dans plusieurs raffineries et les poubelles s'amoncellent à Paris ou au Havre.
où les éboueurs et les salariés d'incinérateurs ont cessé le travail depuis plusieurs jours. Y a-t-il un tueur de chiens dans le Gard? 3 animaux sont morts, un 4e grièvement atteint hier lors d'une compétition. Ils ont ingéré des boulettes de viande vraisemblablement empoisonnées. À quelques semaines de Pâques, la chasse aux voix est ouverte du côté du gouvernement qui doit s'assurer qu'en cas de vote cette semaine, sa réforme des retraites ne sera pas retoquée. Adrien Portron. C'est la première étape d'une semaine décisive pour le gouvernement. La commission mixte paritaire. Ce mercredi matin, le texte sera présenté à 7 députés et 7 sénateurs. Réunis, ils ont pour mission de se mettre d'accord sur une version finale du texte. Une étape qui devrait être synonyme de succès pour l'exécutif. Parmi les 14 voix, 11 sont favorables à la réforme des retraites. La suite pourrait en revanche se transformer en chemin de croix pour l'exécutif, avec le vote des 2 chambres ce jeudi. Sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, le gouvernement est dépendant du soutien des députés LR. Alors, il faut convaincre et mobiliser. Ce serait lunaire d'avoir un parti qui vote un texte au Sénat et qui ne le vote pas à l'Assemblée nationale. Ce serait lunaire d'avoir un parti politique qui s'est engagé devant les Français, derrière sa candidate à la présidentielle en 2022, pour la retraite à 65 ans, et qui ne voterait pas ce texte. Il faut 287 voix pour obtenir une majorité. Et si elle craint de ne pas les avoir, Elisabeth Borne pourrait alors dégainer le 49-3. Mais le gouvernement l'assure. On ne veut pas utiliser le 49-3. On n'a pas envie, on ne se réveille pas le matin en se disant ah, tiens, on aimerait bien faire le 49-3. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi il faudrait utiliser le 49-3. Un outil constitutionnel qui pourrait attiser encore un peu plus le feu de la contestation et voir naître une motion de censure transpartisane contre le gouvernement. Alors Anne-Sora Dubois, on va compter avec vous également. Combien de députés sont convaincus de voter cette réforme des retraites? Il en est où ce compteur BFM? Alors, on sort la calculatrice. À 3 jours du vote, tic-tac, 189 députés, selon nos informations, disent explicitement à cette heure qu'ils sont sûrs et certains de voter pour la réforme des retraites. Parce qu'ils nous l'ont dit à nous, on a contacté la totalité des députés de la majorité et des Républicains, bien sûr, ou alors parce qu'ils l'ont dit dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Ce sont des députés Renaissance, donc Modem, Horizon et LR. L'autre chiffre qu'il faut regarder, évidemment, c'est le chiffre de la majorité. Majorité estimée 287 députés, donc à 7 heures. Précise ce lundi à 16h01, il manque encore 98 députés à 3 jours du vote pour que la majorité fasse le plein, et que cette réforme soit adoptée dans l'hémicycle. Où sont les marges de progression? Alors, première marge de progression d'abord, il y en a certains qui ne disent pas encore qu'ils vont voter pour, mais qui vont voter pour. Ils ne veulent pas le dire pour l'instant parce qu'ils ont différentes négociations à mener, par exemple, avec leur chef de groupe, ou alors tout simplement parce qu'ils n'ont pas souhaité rendre leur vote public à 3 jours de la commission mixte paritaire. Deuxième raison, il y a ceux qui attendent précisément le texte qui sortira de la commission mixte paritaire en fonction de ça, des arbitrages qui auront été choisis, des évolutions nouvelles qui pourraient y avoir dans le texte, ils se détermineront et eux aussi, ils pourraient voter pour à la fin. Troisième option, il y a ceux qui sont encore vraiment très hésitants. Et là, ce sont les grosses négociations qui sont engagées entre la Première ministre, les présidents de groupe et entre les présidents de groupe et ces députés eux-mêmes, effectivement. Ils s'appellent quasiment tous les jours. On appelle chacun de ces députés un par un pour essayer de le convaincre. La dernière option, évidemment, ce sont les Républicains. On sait que c'est peut-être là où les négociations sont les plus importantes. Et parmi ces Républicains, il y en a certains qui sont en train, au fur et à mesure, on fera une mise à jour de notre compteur BFM TV ce soir, mais il y en a certains, au fur et à mesure, qui sont en train de dire qu'ils vont s'acheminer vers un vote positif. On aura un peu plus de députés ce soir. On reste à 3 jours de ce vote et pour l'instant, la majorité est tout sauf évidente à l'Assemblée nationale. On continue d'avoir notre calculatrice à la main. Merci Anne et on continue de suivre ce compte avec vous. On en vient à présent à la contestation sur le terrain. Une semaine dernière qui a été assez difficile. Quelques revers pour les syndicats qui ont moins mobilisé samedi par exemple et qui ont vu cette réforme adoptée donc jeudi au Sénat. Néanmoins, dans certains secteurs, la colère n'est pas retombée, loin de là. La grève dans les raffineries et les dépôts continue. Total est reconduit. Il y a d'ailleurs cette grève. Écoutez d'ailleurs ce que dit ce syndicaliste du site situé près de Marseille. Si le gouvernement passe par le 49.3, il n'y aura plus de règles. Si le gouvernement bafoue à ce point la démocratie, il faudra qu'il s'attende à des réactions. Mais encore une fois, il n'y a aucune menace là. Ça va faire remonter le rapport de force. Et y compris renforcer l'idée que nous avons un gouvernement qui n'en a rien à faire
de son peuple et du monde du travail. Et ça, c'est pas acceptable. Autre action qui dure depuis une semaine à Paris, la grève des éboueurs dans les arrondissements où le ramassage des ordures est géré par les services de la ville et non par des sociétés privées. 5600 tonnes de déchets s'entassent selon la mairie. Des déchets qui en plus ne peuvent pas être incinérés parce que le site est bloqué. Clémence Dibou. Un mur de poubelles qui bouche l'entrée de cette rue piétonne du 2e arrondissement. Et pour contourner, eh bien, il faut passer par le trottoir. Mais c'est très serré parce que les poubelles débordent sur le trottoir. On ne peut pas se croiser à deux personnes. Et ben, vous le voyez sur les images de Sébastien Rioux, ces tas de poubelles à l'entrée de cette rue du 2e arrondissement. C'est un peu comme ça dans tout le quartier. Et alors forcément, bien Sylviane, quand elle vient promener son chien, elle n'en peut plus. Elle nous explique qu'elle n'en peut plus de ces entassements de poubelles. Même si d'un autre côté, il y a aussi les travailleurs du quartier qui, eux, comprennent qu'il y a un mouvement en cours et qu'il faut continuer de le soutenir selon eux. Écoutez ces réactions au micro de Sébastien Rioux. Imaginez qu'il y ait quelque chose, un problème, les pompiers ne passent pas là. Alors pourquoi pas faire appel aussi au privé, hein, parce que on peut pas les... Vous vous rendez compte, en plus c'est des quartiers qui sont touristiques. Il y a beaucoup de touristes en ce moment. C'est une façon de se faire entendre, j'imagine. Hein. La parole ne suffit pas, donc on montre. Quand un sens est en panne, on utilise un autre sens, tout simplement. Voilà. Pas mal de monde qui vient aussi prendre en photo ce tas d'ordures. Il y a aussi eu ce matin un agent propreté de la mairie de Paris qui est venu lui aussi prendre des photos, qui essaye de trouver une solution, qui pense que peut-être dans la journée, il pourrait y avoir un camion poubelle détourné d'un autre arrondissement pour venir nettoyer quelques rues du 2e arrondissement, mais rien de sûr pour l'instant. Il n'y a pas que la capitale qui soit concernée. Au Havre aussi, le ramassage des ordures est actuellement compliqué, voire impossible. Mais les agents qui bloquent assument totalement. Ils mettent en avant la pénibilité de leur métier. Alors c'est pénible, déjà premièrement le poids des conteneurs, le poids des bacs qu'il faut tirer, remettre en place à chaque fois. Le fait de marcher beaucoup, courir beaucoup des fois aussi, monter sur les marchepieds, redescendre, ça c'est très pénible. Je demande à quiconque de venir le faire pour le remarquer. Le but, c'est d'entasser les déchets, de faire voir aussi à tout le monde, à la population, à notre direction, qu'on n'est pas content, qu'on revendique des choses pour la pénibilité de travail. 64 ans derrière un camion, je ne m'y vois pas personnellement, j'ai beaucoup de mal à me faire à cette idée-là. Et depuis plusieurs semaines, dans le secteur de l'énergie, des agents mènent des opérations dites Robin des Bois. Nouvelle illustration, dans les Alpes-Maritimes, le gaz est actuellement gratuit pour des habitants d'immeubles HLM. Reportage de Bastien Cochet et Benoît Ruiz. Forfait gaz... Pour moi, ça me fait 95,14. Pour cette locataire d'un HLM de la Côte d'Azur, cette facture sera bientôt de l'histoire ancienne. Son arrivée de gaz a été modifiée illégalement. Sa consommation depuis plus d'un mois n'est pas comptabilisée. Un geste qui change la donne pour son petit budget. Ah ben c'est toujours ça, hein. Moi, comme pour les courses, hein, je fais attention. Comme je ne travaille pas, s'ils pouvaient mettre l'essence gratuite pour ceux qui vont au travail, ça serait pas mal aussi. La plupart des habitants qui bénéficient de ce gaz gratuit ne le savent pas pour l'instant. Ils n'ont pas encore reçu leur dernière facture. Au total, 8 immeubles de ce quartier ne paient plus le gaz depuis plus d'un mois. L'action est menée par des agents GRDF appartenant à la CGT Énergie des Alpes-Maritimes opposés à la réforme des retraites. Ils raccordent également à l'électricité ou le gaz des foyers coupés du réseau avant la trêve hivernale. Un changement de méthode radical. On avait pour habitude dans un passé relativement récent de faire des coupures mais qui avaient un effet négatif sur la population. Et donc on s'est dit comment essayer de garder cette opinion favorable pendant cette réforme des retraites. Nous, on trouve que cette mission-là de service public, notre service public, reprend du sens et les agents retrouvent du sens au travail. Les agents concernés s'exposent à des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement. La direction de GRDF condamne ces actions et se réserve le droit de porter plainte. Et à propos du coût de l'énergie, justement, écoutez cette annonce faite ce matin par le gouvernement sur RMC. Le chèque énergie sera versé à partir du 21 avril. Il bénéficie à 5,8 millions de ménages et il porte sur un montant qui va de 48 à peu près 200 euros suivant votre niveau de revenu. Et il sera donc versé... Il est automatique. Et on peut l'utiliser pour payer sa facture d'électricité, de gaz, de bois, enfin toutes les énergies qui vous servent à vous chauffer. Le projet de loi visant à relancer la filière nucléaire arrive cet après-midi à l'Assemblée. Le gouvernement veut accélérer la construction de nouveaux réacteurs, prolonger la durée de vie des centrales existantes. Parmi les mesures proposées aussi, la suppression de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Anthony Lebos, l'opposition tire à boulet rouge sur cette mesure, notamment le Rassemblement national.
Oui, c'est parti pour 4 jours de débat ici à l'Assemblée nationale sur ce texte. Objectif de ce texte, faciliter la construction de nouveaux réacteurs en simplifiant les démarches administratives, par exemple en dispensant de permis de construire les nouveaux réacteurs qui seraient construits à proximité des centrales déjà existantes, avec un objectif, une promesse d'Emmanuel Macron, la construction de 6 EPR à horizon 2035. Ce texte prévoit aussi d'allonger la durée de vie des centrales nucléaires au-delà de 60 ans, contre 40 ans actuellement. Un texte jugé fondamental par la majorité présidentielle. Mais évidemment, Marine Le Pen n'est pas du même avis. Elle juge que ce texte est insuffisant, même si elle trouve que c'est une perspective ouverte. Écoutez Marine Le Pen. Enfin, la filière nucléaire va retrouver un peu de considération, de respect et de moyens de la part du gouvernement et d'Emmanuel Macron, eux qui l'ont si affaibli, si désorganisé et même dépouillé que le parc nucléaire a perdu 25% de sa production en 15 ans. Enfin, ce projet de loi, quoique très insuffisant et lacunaire, ouvre une perspective de relance du programme nucléaire français. Quand on écoute Emmanuel Macron et ses représentants, on peine à se souvenir que voici à peine 4 ans, le même Emmanuel Macron prétendait vouloir fermer 14 réacteurs nucléaires en moins de 20 ans, donnant raison au délire des verts et des obscurantistes qu'il prétend combattre aujourd'hui. Et outre la construction de nouveaux réacteurs français, ce texte prévoit aussi la fusion de l'Institut de sûreté nucléaire, sorte de gendarme scientifique du secteur, au sein de l'autorité de sûreté nucléaire. Objectif annoncé de cette fusion, accélérer et fluidifier la prise de décision. Évidemment, les parlementaires de l'opposition de gauche notamment jugent que cela est un scandale démocratique parce qu'ils considèrent que c'est une perte d'indépendance de l'autorité de sûreté nucléaire au profit du pouvoir politique. Il y a d'ailleurs eu des manifestations à proximité de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Eh bien, la transition est toute trouvée. Merci Anthony Lebos avec Hugo Dorsemène, puisque nous allons voir ce que disent ces manifestants de l'IRSN qui sont rassemblés à Paris cet après-midi. Ils sont inquiets du sort que pourrait leur réserver Emmanuel Macron. Ce que le gouvernement veut faire, c'est étendre le nucléaire, relancer. Bon. Après, ce qu'il ne faut pas le faire, c'est hors sûreté nucléaire. Ce qui est important, c'est s'ils développent des choses, qu'on puisse avoir un organisme qui regarde bien la sûreté. C'est ça qui nous impacte principalement. Ce qui est fait, c'est une réforme très très rapide, sans étude d'impact, pour savoir en quoi nos activités pourraient être impactées. Et en fait, ce qu'on craint vraiment, c'est une perte de compétences, une fuite de cerveau. Avec cette réforme qui est complètement impréparée, qui va désorganiser le fonctionnement de l'IRSN et de l'ASN. Il y a beaucoup de gens qui disent moi en fait j'ai pas envie de devenir fonctionnaire ou d'aller dans une autorité administrative, donc en fait je vais aller ailleurs. Mais en fait on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Le championnat de France de canicross a tourné court hier à Vauvert dans le Gard. 3 chiens sont morts après avoir ingéré des boulettes de viande sur le parcours. Aurore Villemur et Manon Scarzello. Les boulettes de viande ont été disséminées sur le parcours. À l'intérieur, des petits granulés noirs sont retrouvés. Les vétérinaires, présents sur le site, évoquent tout de suite un empoisonnement. Aux alentours de 7h du matin dimanche, 4 chiens sont pris de malaise. Sur ce terrain où se déroule le championnat de France de canicross, une course pédestre pendant 2 jours. Ils sont conduits à la clinique vétérinaire de Montpellier, mais en quelques minutes, 3 d'entre eux décèdent. On a entendu des gens crier sur le parking vers 6h30 en disant que leur chien était empoisonné. Donc l'équipe vétérinaire qui était déjà sur place était intervenue immédiatement. Malheureusement, le poison était a priori très violent et ils sont décédés dans la voiture pendant le trajet. Le 4e chien qui n'avait que léché et reniflé une boulette est lui gravement malade. Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient. Ces 3 chiens sont des héros. Ils ont payé de leur vie pour éviter un carnage. Un drame pour tous les participants et les organisateurs. Qui peut en vouloir à ces chiens au point de les empoisonner? Ça fait 8 ans que moi je suis tous les jours ici sur ce site. On n'a jamais eu aucun souci. Ceux qui ont fait ça, ils ont gagné au final. Parce que peut-être que ça les gênait, je sais pas, et qu'ils auront gagné, il n'y aura plus rien. Le président de la Fédération des sports et loisirs canins lui est formel. Impossible qu'un concurrent soit à l'origine de ce terrible geste. Déjà, le geste est inimaginable. Et sur le fait que ce soit un concurrent, c'est pas possible. C'est pas possible. On tient tellement à nos chiens les uns les autres. Vous vous rendez compte? Il faut préméditer le truc. C'est pas concevable. Une enquête a été ouverte et plusieurs plaintes ont été déposées, dont une de la Fédération des sports et loisirs canins. Le système bancaire américain est solide, c'est ce qu'assure cet après-midi Joe Biden. Alors pourquoi le président américain a-t-il pris la parole pour dire cela? Vous allez le comprendre grâce à la chronique éco. Retrouvez votre programme avec Céleste. Fibre optique, cloud, cybersécurité. Toutes les solutions télécom pour votre entreprise. Votre programme avec Fortunéo, expert de la bourse en ligne depuis plus de 20 ans. Fortunéo, j'aime ma banque.
Salut Fred. Salut. Avec toi cet après-midi, on parle de ce vent de panique actuellement sur les banques de la planète tout entière, parce que depuis quelques jours, les valeurs boursières chutent lourdement. Les autorités des grandes économies, comme Bruno Le Maire en France un peu plus tôt dans cette journée, tentent de rassurer les marchés. Tout est parti d'une banque, pourtant inconnue du grand public. Non, SVB, vous connaissez, non, Silicon Valley Bank, eh bien vous ne connaissez pas, les Américains non plus ne connaissent pas, parce que c'est que la 16e banque du pays, hein. C'est loin d'être un mastodonte, hein, comme Bank of America ou Morgan Stanley, hein, la 16e banque. Et pourtant, ça fait mauvais genre. Une banque qui fait faillite, on n'avait plus vu ça aux États-Unis depuis 2008. Évidemment, 2008, c'est des très mauvais souvenirs. Et cette panique, elle a commencé sur les réseaux sociaux. Oui, c'est parti de là. Hein. On se dit, qu'est-ce que ça aurait été 2008 si on avait eu les réseaux sociaux ? C'est parti de là parce que Silicon Valley Bank, c'est la banque de la Silicon Valley. Elle finance des startups, les grandes entreprises de la tech. Fatalement, les clients de cette entreprise, eh bien, ils sont sur les réseaux sociaux. Quand mercredi, il y a la rumeur selon laquelle la banque devait se recapitaliser, c'est-à-dire mettre des actions pour faire entrer un petit peu d'argent, eh bien, la rumeur a enflé sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, Slack, Signal, WhatsApp, partout. Les clients de la banque se sont dit, ça y est, c'est la catastrophe, tout s'effondre, on est de retour en 2008. Qu'est-ce qu'ont fait les clients de la banque ? Ils se sont précipités pour retirer leurs fonds, hein, de peur qu'ils disparaissent. Résultat, ce sont 42 milliards de dollars qui ont tenté d'être récupérés en une journée. Alors, 42 milliards de dollars, je vais vous rappeler ce que c'était en 2008. En 2008, le record, c'était Washington Mutual Bank. C'était 16 milliards de dollars qui avaient été tentés d'être retirés en 10 jours. La 42 milliards en une seule journée. Vous voyez le niveau de la panique. Et pourquoi ça a pris une telle ampleur ? Alors, parce que les réseaux sociaux sont, on l'a dit, une terrible caisse de résonance. Hein, ensuite, parce que c'est la première banque à connaître des difficultés depuis 2008, à faire faillite, on l'a dit. Et puis surtout parce que, mine de rien, mis bout à bout, c'est pas la première banque depuis le début de l'année qui a des difficultés. En début d'année, il y a une banque encore moins connue, Silvergate Bank, qui est spécialisée dans les crypto-monnaies, qui a fait faillite. Depuis, une autre banque, Signature Bank, a été fermée par le régulateur. Et bien voilà, les investisseurs disent, il y a 3 banques, ça commence à sentir très mauvais. Donc, on vend les actions et les actions chutent. Sauf qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de raison de paniquer. On va essayer de rassurer tout le monde. Non, a priori, on n'est pas à l'aube d'une nouvelle crise des subprimes. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait ? Ces banques sont victimes finalement des banques centrales, de la hausse des taux d'intérêt. Alors, pour faire simple, l'argent de leurs déposants, ils les ont placés dans des bons au trésor, dans des obligations. Or, ces obligations et ces bons au trésor, ils les ont achetés il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, quand ils rapportaient beaucoup. Sauf que depuis, les taux d'intérêt ont augmenté, fatalement, les bons du trésor achetés il y a 1 an, ils rapportent moins parce que le taux d'intérêt était plus faible. C'est ce qu'on appelle une dépréciation d'actifs. Il y en a tout le temps, en permanence. Ça n'a strictement rien à voir en 2008, où c'était des actifs financiers compliqués basés sur des subprimes, ce qu'on appelle des prêts obligataires, des prêts hypothécaires pourris parce qu'ils étaient insolvables. Autre différence avec 2008, on a retenu les leçons de 2008, c'est que les banques doivent avoir beaucoup plus de fonds propres. C'est la loi qui les y autorise. Globalement, en 2008, quand elles prêtaient 100, elles devaient avoir 8 dans les caisses. Aujourd'hui, quand elles prêtent 100, elles ont généralement 15, 20 ou même davantage. Donc moins de risques. Ensuite, les États-Unis, à la différence de 2008, ils n'ont pas laissé faire. Ils ont frappé fort. Ils ont dit aux déposants, on va garantir votre argent, vous le récupérez. Ne paniquez pas. Malgré tout, les marchés continuent à être nerveux. On le voit aujourd'hui. Toutes les valeurs bancaires chutent fortement. Parce qu'on a vu un chiffre quand même. Les banques européennes détiennent 3 000 milliards d'euros d'obligations sur les 27 500 milliards qu'elles détiennent, c'est-à-dire 11% de leur bilan. S'il y a des dépréciations d'actifs, il va y avoir des pertes. Bon, ce ne sera pas la crise de 2008, mais elles vont peut-être un petit peu devoir se serrer la ceinture. Merci. Merci. C'était votre programme avec Céleste. Fibre optique, cloud, cybersécurité. Toutes les solutions télécom pour votre entreprise. C'était votre programme avec Fortunéo, expert de la bourse en ligne depuis plus de 20 ans. Fortunéo, j'aime ma banque. L'émission Ligne Rouge vous propose ce soir à partir de 20h45 un document inédit consacré à Michel Houellebecq, écrivain à succès, auteur de polémiques, aussi en raison notamment de propos jugés racistes, mais aussi, accrochez-vous, d'un film pornographique dans lequel il joue. Nous avons tourné en tout avec Michel pendant 19 jours. Nous avons commencé en novembre et ça s'est poursuivi jusqu'à Noël. Dans son studio, il met la dernière main à ce qu'il présente comme un projet artistique. Un film pornographique dans lequel jouerait Michel Houellebecq. Nous ne verrons aucun rush, seulement quelques images de la bande-annonce qui a déjà fait du bruit.
torse nu, vous le voyez, dans la splendeur de ses 66 ans, pas de choker et clope au bec, qui se donne en spectacle, embrassant goulûment de très jeunes femmes dans son lit d'hôtel. Vous n'êtes pas prêts, je sais, désolé. Nous non plus, hein, personne l'était. Stéphane Ruytenbeck assure être fan de Michel Houellebecq. Il s'agit des frontières entre la réalité et la fiction, comme il le fait dans ses livres. Qui est le vrai Michel Houellebecq? Mais, coup de tonnerre, Michel Houellebecq dénonce une vidéo diffamatoire et tente finalement de faire annuler la sortie du film en vain. Cette vidéo porte atteinte de manière irrémédiable à ma vie privée, mon honneur, mais surtout, ce qui est plus grave encore, à ma femme, dévastée par les mensonges. L'une des actrices que nous rencontrons dit ne pas comprendre la réaction de l'écrivain. Est-ce qu'il savait qu'il était filmé? Je pense qu'il savait, oui, parce que la caméra était là, comme celle-là. Comme ça aurait été difficile de dire « Ah bon, tu es en train de filmer ?» Oui, il savait qu'il était filmé. Restez avec nous, dans un instant, nous reviendrons sur cette contestation qui persiste contre la réforme des retraites avec ces grèves qui se poursuivent dans les secteurs de l'énergie ou encore du traitement, du ramassage des déchets, avec notamment à Paris des grèves qui durent depuis une semaine et plus de 5000 tonnes, 5600 en ce moment, qui jonchent les trottoirs de la capitale. À tout de suite. Événement BFM TV et vous. BFM TV fait son tour de France et part à votre rencontre. Toute l'année, les journalistes de BFM TV s'invitent chez vous pour répondre à toutes vos questions. Rendez-vous à la Cité internationale de la gastronomie à Lyon, vendredi 17 mars à 14h. Venez échanger avec Olivier Truchot et Élodie Poyade sur les coulisses de leur métier. Contactez-nous par mail sur communication@bfmtv.fr. Je me suis arrêté 4 fois, une demi-journée, 15 jours, 1 mois, 3 mois, 18 mois. T'as un malheur dans ta famille, tu reprends une cigarette. Tu vas en boîte avec des copains, tu reprends une cigarette. Je pense que je n'étais pas prêt psychologiquement. Il faut arrêter jusqu'à trouver la bonne solution. Là, ça va faire 1 an que j'ai arrêté de fumer. Je sens plus le tabac, ça c'est vraiment quelque chose de génial. Si Gérard et Françoise ont fait 1 heure de route pour aller manger une gaufre, ce n'est pas parce qu'ils ont une assurance auto qui intervient rapidement partout en France. Non, c'est parce que c'est ici qu'ils se sont rencontrés. Avec l'assurance Auto Alliance, bénéficiez aussi d'une assistance 24 heures sur 24 et de 3900 garages partenaires pour la réparation de votre véhicule sans avance de frais. Et en ce moment, jusqu'à 2 mois de cotisation offerts sur l'assurance auto. Et si on vous disait que ces gummies allaient vous aider à perdre du poids? Anaca 3 gummies perte de poids. Des gummies à l'arôme naturel, goût pêche, qui aident à favoriser la perte de poids et vous accompagnent dans votre objectif minceur. Anaca 3 gummies perte de poids, des gummies sans sucre et fabriqués en France. Disponible en pharmacie et sur anaca3.com. Découvrez la gamme complète avec les gummies Anaca 3 coupe-faim et brûleurs de graisse. Merci docteur. Alors à qui le tour? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Docteur, appelez le 112. Chez Groupama, nous lançons un programme pour former gratuitement 1 million de Français aux gestes qui sauvent, grâce à nos élus bénévoles et nos collaborateurs. Il était tellement mignon, c'est fini. J'ai perdu. On parle d'un téléphone. Oui, je peux pas vivre sans lui. Soyez un peu excessive ou carrément surexcitée. Ça y est, j'ai mon téléphone. Soyez optimiste. Allez, tu vas te nuit. Soyez réaliste. Parce qu'on peut tous avoir besoin d'un nouveau smartphone. Toutes les solutions sont chez SFR. SFR, soyez vous. Rapprochez-vous. Plus près, la Toyota Yaris Cross GR Sport est au centre de toutes les attentions. Grâce à l'hybride Toyota, faites des économies d'énergie en parcourant 55% du temps de trajet en électrique. La Toyota Yaris Cross hybride est disponible rapidement. Passez à l'hybride Toyota. Il y en a un qui gagne, on partage? Il est fou, lui. Non. Oh, mon pote. Et ça fait combien si on divise par 3? On va diviser par 1. C'est plus simple. Illico, c'est plus d'1 million de gagnants par jour et un seul ticket suffit.
Sauf pour les moins de 18 ans. Là, c'est interdit. Bah oui, c'est comme ça. Fortunéo, c'est que je suis à la recherche de performance. Désignez banque la moins chère 2023. Fortunéo, j'aime ma banque. Mais t'as bossé ton revers ou quoi? Je travaille chez arthurimo.com. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Faites le bon geste. Estimez votre bien sur arthurimo.com. Volkswagen. Ibis Styles. Toujours le même confort, jamais le même style. Direct Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 €? Mais c'est scandaleux, monsieur. Non, on va rester chez vous. C'est clair? Là, ils ont compris. Le seul risque avec une assurance qui en fait autant pour vos économies, c'est que vous l'aimiez. Un design affirmé pour vous démarquer de la norme. Une expérience numérique simplifiée pour trouver un nouveau souffle. Une autonomie élevée avec recharge rapide pour aller toujours plus loin. Opel Mokka i, tout sauf normal. Ça, c'est Opel. Pendant les portes ouvertes Opel, Mokka i 100% électrique est à partir de 189 € par mois. Parier, c'est se donner rendez-vous à 18 h pour un match à 21 h. C'est débattre sur un match où personne ne tombera d'accord. Et finalement, valider son pari quelques minutes avant le coup d'envoi. Et si parier, c'était plus que perdre ou gagner? Paris en sport, nous sommes les parieurs. Nouveau Dacia Jogger. Avec 7 vraies places, 4 ans d'entretien inclus et toujours un prix Dacia. Pendant les jours essentiels du 9 au 13 mars, essayez le nouveau Dacia Jogger hybride 140 avec boîte automatique. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo avec People & Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant. Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com. Météo France a placé 28 départements en vigilance orange pour les violents orages, des Pyrénées jusqu'au nord-est. Attention, dans ce type d'orage, on peut avoir de la grêle, une forte activité électrique, beaucoup de précipitations, du vent, parfois également des tornades. Pour l'heure, on a la dégradation qui circule. C'est vraiment à l'avant que l'on retrouvera ces orages tout au long de l'après-midi et durant la soirée. Demain matin, on retrouvera encore des averses, beaucoup moins fortes, du nord-est jusqu'au sud-ouest. Ce sera le retour du vent, Mistral et Tramontane autour de la Méditerranée, alors qu'on aura de belles éclaircies et quelques rares averses sur un large quart nord-ouest. L'après-midi, des averses sur l'ensemble du pays, parfois quelques flocons de neige sur l'ensemble des massifs à partir de 1000 mètres seulement car les températures vont chuter. Beaucoup de vent autour de la Méditerranée, rafale jusqu'à 110 km/h pour le sud de la Corse. 5 degrés pour Lille, 11 pour Biarritz, 13 pour Nice. Et l'après-midi, on perd parfois plus de 11 degrés en seulement 24 heures. Ce sera 9 du côté de Lille, 11 à Paris, 12 pour Lyon et jusqu'à 20 degrés pour la Corse. Lors de la journée de mercredi, le soleil reviendra généreusement sur l'ensemble du pays, sauf vers la Bretagne où une nouvelle dégradation arrivera avec 11 au nord et 16 degrés au sud. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo avec People & Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant. Votre programme avec Rosbay,
soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com. À la une à 16h30, dans la première info, la mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas. Les grèves sont notamment reconduites dans les secteurs de l'énergie et des déchets. À Paris, ça dure depuis une semaine et les trottoirs coulent sous 5600 tonnes d'ordures. L'opposition municipale demande, elle, un service minimum. Le gouvernement, de son côté, a la pression parce qu'il doit s'assurer qu'il aura les voix de droite suffisantes pour faire passer sa réforme. Sinon, il devra recourir au 49.3, c'est-à-dire un passage en force forcément ravageur politiquement. 28 départements en vigilance orange, orage cet après-midi du sud-ouest au nord-est. Attention à ces fortes perturbations qui s'abattent sur un sol en revanche bien trop sec, même en pleine saison hivernale. Les syndicats l'ont promis, leur contestation contre la réforme des retraites ne faiblira pas tant que le texte ne sera pas retiré. Les grèves se poursuivent donc, par exemple, dans le secteur du nucléaire et dans certaines raffineries. Exemple en Gironde et dans les Bouches-du-Rhône. Vincent Hénin, Alexis Puyette et Isabelle Golens. Ces salariés de la centrale du Blayais en Gironde sont en grève depuis jeudi dernier. Ce matin, un nouveau barrage filtrant a été mis en place par les grévistes, rejoints par des agents Enedis. Aujourd'hui, c'est pour faire du monde et pour venir soutenir aussi nos collègues. On n'a même pas eu cette partie respectueuse de recevoir au moins les syndicats pour les écouter. Donc on va hausser le temps toute la semaine jusqu'à la semaine de la semaine. L'intersyndicale CGT Force ouvrière a déjà voté la reconduction du mouvement pour 24 heures. Les grévistes assurent vouloir tenir jusqu'au retrait du texte. L'Assemblée générale a voté la reconduction pour demain et chaque jour nous ferons voter les salariés grévistes pour savoir si le piquet de grève est reconduit. On a déjà vu par le passé, comme le CPE, le CNE, des projets votés mais les décrets d'application jamais mis en place. Donc on continuera la lutte jusqu'à ce que nous puissions gagner. Dans cette centrale, la production d'électricité n'est pas à l'arrêt pour raison de sûreté, mais les réacteurs ne fonctionnent plus à pleine puissance. Dans les Bouches-du-Rhône aussi, le secteur de l'énergie poursuit sa mobilisation. Ici, les employés de la raffinerie de Fos-sur-Mer ont voté la reconduction de la grève. Plus d'expédition de carburant, les camions citernes patientent. Les syndicats du département appellent tous les salariés à rejoindre et durcir le mouvement. Nous allons faire un certain nombre d'annonces qui devraient plutôt conforter ceux qui sont déjà en grève reconductible et encourager tout le reste des travailleurs et des travailleuses à y entrer sous toutes les formes. C'est le moment de faire son plein d'essence. Si le gouvernement passe par le 49.3, il n'y aura plus de règles. Si le gouvernement bafoue à ce point la démocratie, il faudra qu'il s'attende à des réactions. Plusieurs raffineries du département sont partiellement à l'arrêt, mais l'approvisionnement des stations n'est pas remis en cause pour l'instant, assurent les entreprises du secteur pétrolier. La grève continue donc, notamment à Fos-sur-Mer où l'on vous retrouve, Alexis Puyette. Oui, la grève est reconduite jusqu'à demain avec un taux de grévistes de 80% ici. C'est ce que nous dit la CGT, la direction d'ExxonMobil qui confirme qu'il n'y a eu aucune expédition de carburant par camion-citerne, par wagon ou par pipeline. Du côté de Total-Lamed, il n'y avait pas d'expédition ce matin et les salariés sont en train de décider s'ils poursuivent la grève pour la fin de la journée. Petro-Ineos, la 3e raffinerie du bassin de Fos, elle aussi est en grève, au moins jusqu'à jeudi, nous disent les syndicats, mais nous n'avons constaté aucune pénurie de carburant dans les stations-service, pas de file d'attente. En fait, le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer n'est pas bloqué et donc les camions-citernes peuvent remplir leurs cuves et approvisionner les stations-service depuis ce dépôt. Ce que nous disent les syndicats, c'est que si la grève dure au-delà d'une semaine, ça aura une répercussion dans les stations-service, donc ils veulent maintenir le mouvement. Ça fera une semaine tout juste ce soir à 21h que cette raffinerie de Fos-sur-Mer est en grève. Grève également dans le secteur des déchets. Dans une dizaine de villes, à Paris, les ordures ne sont plus ramassées depuis une semaine. 5600 tonnes de déchets jonchent les trottoirs et cristallisent les oppositions politiques à la mairie de Paris. Chloé Barbeau, Adrien Portron et Sébastien Rioux. C'est un mur de poubelles qui s'est formé. Cette rue piétonne du 2e arrondissement de Paris est quasiment condamnée par cet amas de déchets. 1,70 m d'ordures, la conséquence d'une semaine de grève des éboueurs contre la réforme des retraites. Sur cette carte, les arrondissements les plus touchés, ceux gérés par la mairie de Paris. Pour les autres, la collecte est réalisée par des prestataires privés. Jour après jour, la situation se tend un peu plus. Le sujet devient politique. Des élus de l'opposition fulminent et attaquent verbalement Anne Hidalgo, à l'image de Rachida Dati. La mise en place d'un service minimum pour le ramassage des ordures est une nécessité que je ne cesse de réclamer, pour éviter tout risque sanitaire et sécuritaire. Certains membres du gouvernement
y vont aussi de leurs petites phrases. Puanteur et pourrissement. Aucune mesure d'urgence, même partielle, décidée par la ville de Paris. Réponse cinglante d'Anne Hidalgo. Moi, je vous dis mon soutien total, entier, à ce mouvement social. Et lorsque cela concerne en plus des catégories de personnel de la fonction publique et du secteur privé, je dis au gouvernement, déjà parler avec eux, déjà essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire, et puis on parlera de la suite. La ville de Paris indique également que ce ne sont pas les agents qui font grève, mais bien le syndicat CGT Énergie, qui bloque les incinérateurs proches de Paris. La réforme elle-même va être soumise à suspense inédit cette semaine, semaine décisive, on ne cesse de vous le répéter, notamment par l'existence d'une commission mixte paritaire qui se réunira mercredi, une des journées clés, avec peut-être, je dis bien peut-être un vote définitif de la réforme, si le gouvernement estime avoir le nombre de voix suffisantes, sinon 49-3, écoutez ce qu'en disent le gouvernement et l'opposition, notamment Marine Le Pen. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est on ne veut pas utiliser le 49.3. On n'a pas envie, on ne se réveille pas le matin en se disant tiens, on aimerait bien faire le 49.3. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi il faudrait utiliser le 49.3. Précisément parce Vous êtes confiant. Mais précisément parce que les LR du Sénat ont voté le texte. Si chacun est cohérent avec ses engagements, avec les déclarations qu'il a faites devant les Français, il y a une majorité pour voter ce texte. La vraie question, c'est est-ce qu'il y aura un 49.3 ? Bon, ça, je ne peux pas vous répondre. Moi, ça me paraît très délirant. Je vous le dis franchement. Je trouve que l'utilisation du 47.1 puis l'utilisation du 49.3 serait une démonstration tellement flagrante de l'échec de ce gouvernement que je ne suis pas sûr qu'ils aillent jusque-là. Mais je ne suis pas sûr non plus qu'ils aient la possibilité d'échapper à ce 49.3. Ce qui prouve que quand un dossier est mal ficelé dès le départ, il le reste en général jusqu'à la fin. Bon. Ce qui est sûr, c'est que, comme je l'ai dit avant même l'arrivée de la loi à l'analyse des députés, si le gouvernement utilise le 49.3, nous déposerons une motion de censure et nous voterons d'ailleurs l'intégralité des motions de censure qui pourraient être déposées. Benjamin Duhamel, semaine décisive donc. On l'a vu, le gouvernement martèle qu'il ne veut pas déclencher cet article 49.3 de la Constitution, mais peut-être qu'il n'aura pas le choix. Oui, en ce moment, les députés, les cabinets ministériels à Matignon font des comptages pour essayer de sécuriser des voies qui permettraient d'éviter de passer par ce 49.3 avec, il faut le dire, un groupe clé, des votes clés qui seront celles des Républicains. C'est pour cela qu'il est regardé de façon extrêmement précise qui, parmi le groupe LR, sont susceptibles de voter contre, qui pourraient s'abstenir. Pour le gouvernement, il vaut mieux des abstentions, évidemment. Ça permettrait de baisser le nombre de voix nécessaires pour avoir la majorité. Avec beaucoup de bluff, vous avez dans l'entourage d'Éric Ciotti, Olivier Marleix, ils considèrent qu'il y a suffisamment de voix qui devraient être sécurisées, alors que quand on discute avec des députés dits frondeurs, les Républicains, autour notamment d'Aurélien Pradié, eux disent que la partie est beaucoup plus difficile à jouer et qu'il faudrait précisément être joueur pour Emmanuel Macron passer sans 49.3. Donc tout cela est regardé de très près. Il y a une forme de dramatisation du côté du gouvernement pour mettre la pression sur ces Républicains au nom de la cohérence en disant mais vous avez toujours soutenu le décalage de l'âge légal. Il n'y a donc pas de raison que vous votiez différemment, que vous votiez même différemment que le Sénat. C'est un argument qui a été utilisé par Bruno Le Maire. L'enjeu politique, il est extrêmement important. D'abord parce que on voit bien quelle est la force symbolique de ce 49.3 associé à un passage en force, associé à une brutalisation, qui serait aussi associée à une forme d'échec de la méthode Borne qui répète depuis plusieurs semaines qu'elle ne veut pas passer par un 49.3. Et puis par ailleurs, il y aurait aussi une forme de paradoxe à avoir fait tant de concessions, notamment auprès des Républicains, des concessions qui ont coûté de l'argent sur la question des pensions minimales, sur la question des carrières longues, pour à la fin admettre qu'elles n'ont pas servi à sécuriser ces voies les Républicains et à forcer à passer par ce 49.3. Ce serait une preuve supplémentaire que les choses n'ont pas été faites dans le bon ordre, d'où cette volonté à tout prix de ne pas passer par un 49.3. Il y a d'ailleurs une réunion à Matignon pour continuer à regarder dans le détail et préparer la fameuse commission mixte paritaire qui aura lieu mercredi. Justement, la journée de jeudi va en partie dépendre de celle de mercredi. Oui, absolument, avec cette réunion de cette CMP, commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs qui doivent se mettre d'accord sur la version du texte qui sera soumise au vote des sénateurs et des députés jeudi. Si cette commission mixte paritaire est ce qu'on appelle conclusive, c'est-à-dire qu'ils trouvent un accord, et c'est l'hypothèse la plus plausible, parce que quand vous voyez la composition à l'écran, il y a une immense majorité de députés et sénateurs qui sont favorables à cette réforme des retraites. Il y aura bien sûr des débats au sein de cette commission mixte paritaire.
On sait notamment que du côté des Républicains, on continuera à pousser, à essayer d'aller le plus loin possible sur la question des carrières longues. C'est une demande. Aussi du côté des Républicains, une façon d'essayer de maximiser le nombre de voix qui pourraient soutenir cette réforme des retraites. Mais selon toute vraisemblance, elle sera positive. Et c'est donc le texte qui sortira de cette CMP qui sera soumis au vote des sénateurs le matin et à l'Assemblée l'après-midi. C'est véritablement ce vote jeudi après-midi qui sera non pas le clou du spectacle, mais en tout cas le vrai moment de vérité pour le gouvernement et qui déterminera aussi en quelque sorte les prochains mois et sans doute la suite du quinquennat, parce que pour continuer à pouvoir maîtriser son agenda de réforme, il faut pour Emmanuel Macron que cette réforme des retraites soit adoptée et idéalement sans 49.3 pour ne pas être en décalage avec les promesses qui ont pu être faites. Merci Benjamin Duhamel pour ces précisions. 16h39, on en vient à présent à cette alerte aux orages. Cet après-midi, 28 départements sont concernés par cette vigilance Météo France. Christophe Persson, les zones concernées, on les voit, vont sur cette diagonale du sud-ouest au nord-est de l'Hexagone. De quoi s'agit-il exactement ? Ce sont des orages très violents. Ils se forment actuellement. C'est donc 28 départements qui sont placés en vigilance orange par Météo France. Et ce qui est à craindre, et c'est ce qui se confirme actuellement avec ces orages, ce sont de très fortes précipitations, de grosses rafales de vent. C'est en train de se mettre en place. Ce n'est que le début et pourtant, il y a déjà des rafales à 70-80 km/h. Il y a déjà de la grêle qui est tombée sous ces orages en allant vers le sud-ouest. Et c'est surtout du côté de Dijon actuellement que les orages, au nord de Dijon, que les orages sont les plus violents. Et au fil des heures de cet après-midi, ils vont encore se renforcer. Regardez justement la carte de précipitation, les radars de précipitation avec les petits points que vous voyez apparaître. Ce sont les premiers orages qui commencent à débuter. Il y en a au nord de Nancy également. Et donc, grande prudence, les rafales de vent, les fortes pluies, la grêle, la forte activité électrique et également des événements tourbillonnaires qui pourraient se former, des phénomènes tourbillonnaires, à savoir des tornades. On a ce risque de retrouver des tornades principalement entre le Massif central et le Dijonnais dans les prochaines heures. Donc, grande prudence sous ces orages. Merci beaucoup Christophe. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Olivier Truchot et Alain Marchal pour BFM Story. À demain. Bonne fin d'après-midi.